Merci de participer à ce webinaire de rentrée dont le thème aujourd'hui, ce sont donc bien les SCPI. Avec Neofa, on essaie d'organiser assez régulièrement, à peu près toutes les 6 à 7 semaines, des webinaires qui nous permettent de vulgariser, de démocratiser des notions liées à la gestion de patrimoine. Et nous avons choisi aujourd'hui le thème de la SCPI. Est-ce un choix judicieux face à l'évolution des marchés immobiliers à l'heure actuelle? Pour animer ces réunions, nous faisons appel à des experts avec lesquels nous travaillons au quotidien. Et aujourd'hui, nous avons donc Isabelle Schmitt de Financière des Victoires et Mathieu Courgilleron, et je les laisserai se présenter juste après moi, bien entendu. Donc, je m'appelle Aude Petitbon, je suis directrice de développement chez Neofa, et l'objectif de Neofa, c'est de faire en sorte que des épargnants puissent rencontrer des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et de faire en sorte que cet écosystème vive. Et donc voilà, Isabelle, je vous laisse vous présenter. Bonjour Aude, bonjour Mathieu et bonjour à tous. Moi, je suis donc Isabelle Schmitt. Je dirige donc la Financière des Victoires, qui est un cabinet indépendant sur Paris, qui existe depuis près de 20 ans. Pour ma part, j'ai commencé en 2002, donc j'ai exercé dans chez des grands assureurs, des grandes compagnies d'assurance. Puis, depuis 10 ans, dans des cabinets indépendants, dont Financière des Victoires, dont j'ai repris la direction. Super, merci beaucoup Isabelle. Mathieu, je vous laisse vous présenter aussi. Oui, donc bonjour à vous deux, bonjour à tous. Alors pour ma part, après des études de droit, j'ai commencé en banque pendant quelques années pour ensuite me lancer dans la promotion immobilière. Et suite à ça, j'ai ouvert un premier cabinet de courtage en prêt immobilier, suivi d'un second, et j'ai lancé Casera Patrimoine, donc ma société de conseiller en gestion de patrimoine en 2019. Voilà. Parfait, super, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, on va d'abord faire un petit état des lieux du marché immobilier à l'heure actuelle. Et dans un deuxième temps, on ira sur la partie définition réellement et on rentrera dans le vif du sujet des SCPI. Alors, je vais vous partager la présentation qui sera notre support pour notre webinaire aujourd'hui. Donc, Isabelle, je peux vous laisser nous commenter un petit peu aujourd'hui quels sont les chiffres clés, quels ont été les chiffres de ce premier semestre 2023 et je vous écoute. Merci. Je voulais déjà vous dire que effectivement le volume des transactions était au plus bas depuis 2 ans, et ça se chiffre en moins 9% depuis 1 an. On a eu une très forte baisse sur Paris, mais pas que Paris. Il y a également, par exemple, des grandes villes comme Lyon qui sont touchées. En revanche, on peut juste noter que la région PACA, par exemple, résiste avec plus de 5% sur 1 an. La FNAIM, qui anticipe donc un ralentissement du marché immobilier. La FNAIM, qui est la référence en termes d'immobilier en France, puisque c'est la Fédération nationale de l'immobilier. Donc, elle anticipe un ralentissement et on a déjà pu, en tout cas, constater encore une baisse de prix de 1% sur le dernier trimestre. Concernant les transactions sur les commerces et les entreprises, on est là sur une donnée qui vient de BNP Real Estate, qui est, plus spécialisée sur l'immobilier d'entreprise. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une baisse de plus de la moitié des transactions donc, sur l'immobilier d'entreprise et moins 41% sur les commerces. Donc, c'est quand même très impressionnant. On voit qu'il y a c'est plus qu'un ralentissement, c'est presque un coup de frein à main sur l'immobilier d'entreprise. Et je prends comme exemple, parce qu'on accompagne aussi des clients marchands de biens, un de nos clients marchands de biens, la Caisse d'épargne, pour ne pas la citer, lui prêtait près de 8 millions sur une transaction en février, donc il ne s'est pas faite, et on lui a prêté 0 en juillet. Voilà, je voulais juste donner à dire ça, parce que c'est quand même important dans le contexte de marché, en tout cas sur la partie commerce et immobilier d'entreprise. Merci beaucoup Isabelle. Mathieu, quels sont les facteurs qui peuvent amener une baisse des prix? En fait, les facteurs aujourd'hui qui peuvent justifier cette baisse, ce serait justement
de deux types. C'est que principalement, on constate que suite à l'augmentation des taux, il y a moins de facilité pour les acquéreurs potentiels de devenir propriétaires. Et l'augmentation des taux est due au contexte géopolitique qui a forcé les banques centrales à augmenter les taux directeurs. Et donc, les taux directeurs étant plus élevés, les banques doivent prêter également de manière plus chère. Et leur marge étant réduite, parce qu'on est encadré par un taux de l'usure. Donc, les marges des banques sont réduites, le prix de l'argent a augmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques prêtent de plus en plus difficilement. Alors là, il y a une tendance qui est en train d'évoluer un petit peu parce que on remarque depuis début septembre que certains acteurs qui s'étaient retirés du marché du crédit reviennent. Je pense notamment à la Société Générale qui est fusionnée avec le Crédit du Nord et donc qui maintenant revient. Il y a d'autres banques qui avaient des critères un peu restrictifs qui ont un peu libéré également ces critères d'octroi. Donc on sent malgré tout une tendance plutôt favorable. Mais bon, est-ce que ça aura un impact sur un redémarrage? Personnellement, je ne crois pas trop. On verra ce que dit l'avenir. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième élément qui peut justifier cette baisse des prix, c'est qu'on a moins de biens sur le marché, étant donné qu'avec les diagnostics de performance énergétique, ça complique un petit peu les choses parce qu'en fait, le diagnostic est pour objectif initialement d'informer les consommateurs et maintenant, c'est devenu contraignant étant donné que si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez louer un bien, à partir du moment où il est mal classé, vous risquez de ne plus pouvoir le louer et ce à partir, si je ne dis pas de bêtises, de 2025. Les conditions vont devenir de plus en plus restrictives au fil du temps. Donc, entre les taux qui augmentent et les problématiques liées au DPE, on constate une baisse des prix relativement significative sur le marché immobilier ancien. Parfait, merci beaucoup. On parle de DPE, donc de performance énergétique. Isabelle, quelles sont les règles de ces passoires thermiques? Alors, les règles, elles sont claires. Elles sont même qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des logements en classé G+, c'est-à-dire qui émettent plus que 450 kWh d'énergie, ne sont plus, en tout cas, louables. Si jamais il y a des locataires qui sont à l'intérieur, ils peuvent forcer leur propriétaire à faire des travaux ou à diminuer le loyer. Donc là, on a quand même une sanction qui est quand même claire et imminente. Pour l'avenir, les autres G seront interdits à la location à partir de janvier 2025, les F janvier 2028 et les E en janvier 2034. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui achète un bien ou qui décide de rénover un bien doit viser le D pour être tranquille, puisque ça lui permet d'avoir 10 ans tranquille. Je ne pense pas qu'après, on entend qu'ils voudront aller au-delà du D, mais c'est quand même très compliqué. Je vous explique quand même des notions simples. C'est que si vous faites des travaux d'isolation, puisque c'est là où il y a la plus grande dépense d'énergie, en général, c'est à peu près 40%, entre 30 et 40%. Si vous le faites dans un appartement, vous ne pouvez le faire que par l'intérieur. Parce que par l'extérieur, vous devez demander l'autorisation à la copropriété. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des propriétaires de cet immeuble soient d'accord pour faire les travaux d'isolation. Alors, avec des règles comme ça, peut-être qu'il y aura un peu plus de facilité, mais on n'oublie pas que dans les logements, il y a des propriétaires occupants qui n'ont pas forcément d'intérêt immédiat à le faire, des propriétaires bailleurs qui, eux, en revanche, seront embêtés si ce n'est pas le cas. Bon, après, ça se fait. On a aussi des problématiques sur les logements haussmanniens où il y a des moulures, où il y a des choses comme ça qu'on doit préserver. Si on met de l'isolation, ça peut quand même complètement casser le look de l'appartement. Donc, ça peut être un frein. Autre bonne nouvelle quand même, c'est qu'ils ont mis en place, parallèlement à ça, une incitation fiscale, c'est-à-dire qu'ils ont doublé la possibilité de déduire donc, le déficit foncier sur les revenus globaux, qui est passé de 10 700 à 21 400. Mais ça, c'est un peu plus complexe, donc si vous le souhaitez qu'on en parle, prenez rendez-vous avec Mathieu ou moi, on pourra en discuter sans problème. Tout à fait, sachant que notre objectif, c'est quand même de démocratiser, de rendre compréhensibles ces notions liées à l'immobilier aujourd'hui. Et bien entendu, pour aller plus loin par rapport à vos situations personnelles et particulières, n'hésitez pas à la fin de ce webinaire à prendre rendez-vous avec nos experts.
Selon vous, Mathieu, quelles sont les tendances que l'on peut imaginer sur cette fin d'année 2023 et sur 2024 sur le marché de l'immobilier? Alors, je pense que faire la distinction entre le marché de l'immobilier en direct et les SCPI, parce qu'on est sur deux marchés un peu différents, étant donné que, on l'a dit tout à l'heure, sur le marché de l'ancien, on a des contraintes qu'on n'a pas forcément, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les SCPI, mais en fait, sur comment dire, l'immobilier ancien, compte tenu des taux des DPE, et du fait qu'on est sur un marché comment dire, qui est vraiment, on va dire, qui fonctionne beaucoup au moral, on constate que les ménages sont plutôt attentistes. Donc, par rapport à cette fin d'année 2023, voire début 2024, je vois mal un redémarrage immédiat de l'immobilier. Après, c'est toujours compliqué de se projeter, mais en tout cas, les signaux ne sont pas spécialement favorables à un redémarrage imminent. Concernant les SCPI, ce qui peut toucher les épargnants, c'est la revalorisation du prix de part. Et là, en fait, toutes les sociétés de gestion ne seront pas forcément concernées de la même manière, étant donné que les sociétés ont fait des choix différents. Et l'avantage des SCPI, c'est qu'on a cette diversification, ce qui permet à certains acteurs d'avoir pu jouer sur les actifs qu'ils ont acquis avec le temps, en fonction des zones géographiques, en fonction des thématiques abordées. Et là, pour le coup, certaines sociétés de gestion, effectivement, seront probablement impactées plus que d'autres en fonction des choix réalisés. Mais voilà, justement, le fait de pouvoir avoir certaines connaissances sur les choix judicieux, ou du moins les points d'attention à prendre en compte quand on fait un choix sur des SCPI, permettent d'éviter certains choses trappes et justement d'orienter nos épargnants vers des sociétés de gestion qui auraient fait des paris gagnants, en tout cas des paris qui nous semblent gagnants et qui éviteront justement peut-être une revalorisation à la baisse du prix de part. Donc pour les SCPI, je suis un peu plus confiant pour l'avenir. En tout cas, je pense que si on fait les bons choix, on peut éviter des prix de part qui seraient amenés à baisser. Parfait, merci beaucoup. On va entrer dans le vif du sujet sur les SCPI. Merci pour cette transition. On va définir et aller un petit peu plus profondément dans qu'est-ce que sont les SCPI et quels sont les avantages des SCPI. Mais avant tout, Isabelle, une SCPI, qu'est-ce que c'est? Aude, si tu peux me permettre ce parallèle, j'ai envie de comparer sur quelque chose que tout le monde connaît, enfin en général en tout cas c'est plus connu, c'est les SCI, c'est-à-dire une société civile immobilière. Et on va prendre l'exemple de Mathieu, Aude et moi-même, chacun ayant 100 000 euros, a envie d'investir dans l'immobilier, mais avec 100 000 euros, acheter un appartement direct, c'est compliqué parce qu'à Paris, on achète vraiment des précaires à balai. Et en province, effectivement, on peut acheter quelque chose d'un peu plus important, mais bon, voilà. Donc, si on se met tous les trois en commun, on va pouvoir acheter un grand studio en 2 pièces. Donc, avec 300 000 euros, on monte cette société. On a un tiers des parts chacun et on achète ce bien. Ce bien est loué à un locataire et on s'en partagera du coup les loyers à un tiers chacun. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que c'est une SCPI? Tout simplement, c'est une SCPI avec des milliers d'associés. Donc, il n'y aura pas que 3 personnes, 3 associés, comme là, je viens de vous l'expliquer, des milliers d'associés, des millions d'euros à investir. Du coup, on va pouvoir acheter des dizaines ou des centaines de biens différents, à différents endroits et de différentes catégories, par exemple commerce, résidentiel, bureau, et on va pouvoir y placer des centaines de locataires. Et c'est ça l'intérêt de la SCPI, vraiment majoritairement, c'est cette diversification totale, qu'elle soit sectorielle, géographique ou en termes de locataires, parce que si dans notre studio, le locataire ne paye pas, on n'a plus un centime de loyer. Si un des locataires ou même plusieurs des locataires ne payent pas dans une SCPI où il y a une centaine de locataires, bah, c'est pas un drame en fait, ça va baisser un petit peu juste votre rendement. Donc c'est ça l'intérêt, vraiment. C'est très clair, merci beaucoup. Et sur les SCPI, quelles sont les grandes familles de SCPI, Mathieu?
Alors, on va retrouver principalement 3 grandes familles de SCPI qui sont dédiées à des clientèles qui vont chercher différents avantages. L'une des premières catégories, ce seront les SCPI de rendement qui vont permettre d'obtenir un loyer. Donc, vous investissez cette somme d'argent, vous avez un nombre de parts, et en fonction du nombre de parts que vous allez toucher un loyer proportionnellement à ces parts qui sont détenues. Autre grande famille, ce seront les SCPI fiscales qui, là, vont vous permettre de gommer toute ou partie de votre impôt. Et enfin, les CP de capitalisation qui, elles, en fait, ne verseront pas de loyer, donc pas de loyer trimestriel, mais on va miser, en fait, sur la revalorisation du prix de part. C'est-à-dire que vous achetez une part de 200 € et vous espérez que dans 10, 15, 20 ans, cette part aura pris de la valeur et donc le rendement sera fonction de la différence entre le prix d'achat de la part et le prix que vous allez revendre dans quelques années. Donc voilà principalement les grandes familles. Super, merci beaucoup. Et alors, en termes de choix, parce que aujourd'hui, alors même si l'objectif, c'est pas forcément de donner toutes les billes à nos clients, parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en jeu pour le choix des SCPI. Mais Isabelle, vous, quand vous regardez une SCPI, quels sont les critères en priorité que vous regardez? Merci pour cette question, parce qu'elle est très importante. Quand on regarde les SCPI, on doit vraiment analyser beaucoup de choses. Mais la première chose que j'analyserais, c'est le rendement net. Finalement, dans le rendement net, on a quand même beaucoup de choses. Il est net de frais et c'est ce que rentre en fait dans la poche de nos épargnants. Donc, je pense que ça, c'est quand même un critère très important de pouvoir l'analyser sur plusieurs années, tout comme l'augmentation du prix de part. Sinon, pour les autres critères, on a le ratio d'endettement. Alors là, simplement, c'est par rapport au fonds qu'on lui a confié, quel est l'effet de levier qu'a pris la SCPI, c'est-à-dire quel est le taux de crédit qu'elle a souscrit. Donc, ça permet, au-delà du cash que vous allez mettre dedans, d'avoir quand même un effet de levier. Donc, dans la SCPI, ça peut être intéressant. Mais ça peut baisser aussi le rendement net. Le taux d'occupation financière ou le taux d'occupation physique, très rapidement, si j'ai par exemple 1 millier de mètres carrés et si j'ai 900 mètres carrés qui sont occupés, je vais avoir un taux d'occupation physique à 90%. Je trouve qu'il est moins intéressant que le taux d'occupation financière qui, lui, est si j'attends 1 million d'euros de loyer, si je loue tout, et si actuellement j'en perçois que 900 000, c'est 90%. Mais c'est celui-là qui est plus important que l'autre pour moi. Pour ce qui est de la fiscalité, c'est simplement quand vous regardez et quand vous voulez acheter des SCPI, il faut savoir qu'est-ce que vous attendez. Est-ce que c'est d'avoir des réductions d'impôts? Est-ce que c'est de ne pas avoir d'imposition, comme l'expliquait Mathieu, donc sur les SCPI de capitalisation? Si c'est des SCPI, par exemple, de distribution ou de rendement, vous allez avoir certainement des fortes impositions en revenus fonciers. Donc ça, il va vous l'expliquer après tout à l'heure. Mais après, on peut aussi avoir des SCPI qui sont à l'étranger et donc avec une fiscalité un peu plus douce. Le délai de jouissance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, c'est 6 mois. Le délai de jouissance, c'est quand vous achetez vos parts, il faut savoir que vous n'êtes pas tout de suite associé. Vous êtes associé, par exemple, au bout de 6 mois. Et ensuite, vous commencez à percevoir les loyers. Donc, si vous commencez à être associé, donc après un délai de jouissance au 1er septembre, vous toucherez en fait votre premier trimestre en octobre. Non, je dis une bêtise, mais bon, 3 mois après. Ensuite, il y a les SCPI à capital fixe et variable. Ce qu'on conseille globalement, dans un premier temps, si c'est vos premiers investissements, c'est d'aller sur les SCPI à capital variable, puisqu'elles sont plus liquides. Et la grande différence entre les deux, c'est que le capital variable, le prix de la SCPI dépend de l'immobilier qui est à l'intérieur, alors que celui du capital fixe dépend de l'attractivité de la SCPI en elle-même. La taille minimum, je dirais 250 millions
On a déjà des SCPI qui roulent bien, où il y a une bonne diversification. On peut aller sur des SCPI plus spécialisés, mais peut-être que si c'est des premiers investissements, il vaut peut-être mieux aller sur des SCPI qui sont déjà d'une certaine taille. Et enfin, certaines SCPI, il faut regarder assurance par assurance et assureur par assureur. Certaines SCPI sont éligibles au contrat d'assurance vie. Donc, si vous voulez en loger dans vos contrats d'assurance vie ou en souscrire, bah, il faut nous demander donc quelles sont celles qui sont disponibles. Voilà, je pense que j'ai... Merci beaucoup, Isabelle. Vous parliez de liquidité. Ça veut dire que c'est simple de revendre une SCPI? Alors, ça peut. Pendant des années, revendre une SCPI, c'était, surtout des SCPI qui étaient très, très demandées, c'était très rapide. Aujourd'hui, récemment, j'ai un client qui a eu besoin de liquidité. Il a essayé de revendre des SCPI. Évidemment, on n'a choisi pas celle qui rapportait le mieux. On a choisi celle qui était un peu plus à la traîne dans son panier. Et certaines m'ont annoncé un délai d'attente de 3 ans. Pour revendre au meilleur prix. Et si on voulait le taux de remboursement, c'est entre 3 et 6 mois. Et ça, forcément, il y a une décote. Donc, si on veut faire appel au fonds de remboursement, il y a une décote quand même un petit peu importante, mais ça lui a permis d'avoir son argent, il était content. Mais ce n'est pas si simple de sortir de SCPI. Moi, je pense qu'il faut compter minimum 6 mois ou plus si on veut vraiment sortir au meilleur prix. Il ne faut pas être pressé non plus, c'est de l'immobilier. Moi, je le vends toujours à très long terme. Parce que c'est de l'immobilier et c'est donc par nature pas spécialement liquide. Merci beaucoup pour cette précision. Mathieu, on a vu le sujet du ratio d'endettement concernant les SCPI, mais est-ce qu'il y a une différence entre capacité d'emprunt pour acheter de l'immobilier en direct et capacité d'emprunt du particulier pour acheter de la SCPI? En fait, ça va dépendre un petit peu des acteurs qu'on va solliciter, parce qu'aujourd'hui, on peut soit faire appel au crédit immobilier classique pour emprunter, pour acheter des parts de SCPI, auquel cas on sera soumis aux normes HCSF. Donc, HCSF, c'est le Conseil de la sécurité financière qui est intervenu entre autres fin 2019 pour encadrer les taux d'endettement des emprunteurs aux investisseurs, qui fait que ça devient plus contraignant d'investir. Donc là, on est limité à 35% d'endettement, assurance comprise. Et donc, si on fait appel à une banque qui propose un crédit immobilier pour acquérir les parts, ce sera probablement plus compliqué parce qu'on reste dans ces ratios classiques. En revanche, on peut aussi passer par des acteurs qui sont spécialisés sur le financement de parts de SCPI, avec pour le coup des ratios plus souples. On va proposer plutôt du crédit conso, et donc on sera moins soumis à ces normes contraignantes, ce qui peut permettre, en fonction des profils de clients, de trouver des solutions qu'on n'aurait pas par ailleurs. Et toujours sur la partie crédit, parce qu'on sait que c'est un petit peu, alors c'est une de vos spécialités. Si jamais il y a une SCPI qui est très fortement endettée et que les taux augmentent, comme c'est le cas à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe sur la performance de la SCPI? Alors là, on est sur deux domaines qui sont quand même différents, parce qu'en fait, il y a deux choses différentes. Effectivement, c'est la partie courtage en pré-IMO, et là, on parle du financement de la SCPI en elle-même, donc c'est quand même un domaine différent. Moi, je n'accompagne pas ST Gestion pour faire des financements, j'accompagne les particuliers pour les aider à faire des financements. Mais sur cette question justement des SCPI qui sont endettés, effectivement, si une SCPI est très fortement endettée et que les taux augmentent, ce qui est un peu la question, si j'ai bien compris, il peut y avoir un impact, étant donné que plus on est endetté, si les taux augmentent, les SCPI ayant emprunté sur des taux variables, il est possible que ça ait un impact sur le prix de part. Alors, les SCPI sont endettés sur des taux variables, taux qui sont capés, donc ce qui limiterait quelque part l'impact en cas de hausse trop importante. Mais effectivement, ça fait partie des choses à regarder, notamment dans la sélection des parts, voire des gestions qui sont plus ou moins endettées dans cette période qui est un petit peu compliqué, peut-être pas, mais du moins on manque des fois de visibilité. Donc, parier sur des SCPI moins endettés peut être aussi un gage de pérennité. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions, Mathieu. Isabelle, on dit souvent que les SCPI, c'est cher, mais qu'est-ce que ça veut dire cher et quels sont les frais réels qu'on peut trouver au sein des SCPI?
C'est une question importante parce que c'est vrai que c'est la première réaction. Parce que les personnes, quand ils achètent de l'immobilier en direct, n'empilent pas les frais et du coup ne se rendent pas compte en fait de combien ça peut coûter. Si vous prenez quelqu'un qui achète de l'immobilier en direct, un bien immobilier à 100 000 par exemple, il va avoir 7,50 de frais de notaire. Sur ça, on va ajouter peut-être 4 ou 5% de frais d'agent immobilier. On est déjà au même montant, voire plus. Donc, je ne les trouve pas si chers. Il faut savoir que les frais qui sont en moyenne de 10% ont une grosse différence avec justement l'immobilier en direct. C'est que quand vous investissez 100 000 dans une SCPI et qu'on vous dit qu'elle rapporte 4,50, bah vous allez bien toucher 4 500 €. Alors que quand vous mettez 100 000 en tout dans un projet immobilier avec frais de notaire, on va d'abord vous déduire les frais de notaire et vous n'allez plus avoir que 92 500 à investir. Et du coup, si ça rapporte 4,5, ça ne sera pas la même chose. Ça vous rapportera plutôt dans les 4 000. Donc, c'est quand même un petit peu... et pourquoi ça fait comme ça? C'est parce que simplement, et c'est comme ça, je veux dire, il n'y a pas de... c'est pas, est-ce qu'il y a une raison autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, les frais sont retenus à la fin. C'est-à-dire que quand vous versez 100 000, vous avez bien 100 000 qui travaillent, mais si vous retirez, en revanche, vous n'aurez plus que 90 000. C'est comme ça que ça se passe, donc il faut quand même le savoir. Et les frais, comment sont pour les frais d'entrée? Il y a quand même plus de la moitié qui participent justement aux frais de notaire, frais de recherche, frais de courtage. Il y a en général dans les 10%, 3% qui vont rémunérer la société de gestion et le reste, ça va rémunérer les intermédiaires, comme nous par exemple. Donc voilà pour les SCPI. Personnellement, je ne suis pas fan des SCPI qui ont des frais à 0. Pourquoi? Parce que ce qui veut dire frais à 0 veut dire qu'à un moment, la SCPI va se rattraper ailleurs et elle va se rattraper sur les frais de gestion. On va voir les frais de gestion en moyenne sont à 10%, mais ils peuvent monter jusqu'à 18%. Donc vous verrez en général les SCPI qui n'ont pas de frais d'entrée, qui vont avoir quand même des frais de gestion qui vont plutôt être dans le haut des frais. Parce que à un moment, il faut quand même bien payer toutes les dépenses. Ensuite, qu'est-ce que rémunèrent les frais de gestion? C'est pareil, quand vous empilez dans un immobilier en direct, ce que vous coûte votre agent immobilier qui va gérer votre bien, à chaque fois que vous allez avoir un nouveau locataire, on va vous faire payer aussi une somme pour rédiger le bail, pour compenser pas mal de frais à ce moment-là. Pour les états des lieux, ensuite vous allez avoir des frais pour les encaissements des loyers, vous allez avoir des assurances pour les loyers impayés, vous allez avoir des travaux d'entretien au fur et à mesure. Bon, en fait, ça coûte beaucoup. Et en fait, ces frais de gestion couvrent toutes ces dépenses. Et moi, ce que je trouve bien avec les SCPI, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, il n'y a pas de surprise. Et surtout, il n'y a aucune gestion. Et c'est quasiment tous mes clients qui investissent dans les SCPI, c'est parce qu'ils ont vendu un bien et ils n'en peuvent plus du locataire qui appelle pour le robinet qui fuit ou pour le canapé qui est sali, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un grand confort, les SCPI, c'est d'avoir un produit immobilier qui se comporte comme un produit financier, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de transparence. Vous avez une expertise par an, maintenant tous les 2 ans, je vais revenir dessus tout de suite. Vous avez un rapport annuel, des rapports trimestriels, c'est quand même, vous savez exactement ce qui se passe, qu'est-ce qui est loué, qu'est-ce qui est vacant, qu'est-ce qui est vendu, dans quel bien il y a des travaux. Vraiment, c'est très, très, très transparent et c'est très agréable. Pour revenir juste 1 minute, si je peux me permettre, sur cette nouveauté, en fait, d'avoir 2 expertises annuelles, sur la partie expertise des biens, c'est-à-dire combien vaut le parc de biens de la SCPI. C'est une nouveauté de l'AMF. En fait, avec la baisse des biens immobiliers, ils ont contraint les gestionnaires de SCPI de faire 2 évaluations pour pouvoir ajuster le prix de part, parce que comme je vous ai expliqué que le prix, par exemple, sur les SCPI de capital variable sont entre 0 et 10% du prix de l'immobilier qui est à l'intérieur. Ils ont souhaité qu'on puisse ajuster. Et là, donc, si vous attendez encore quelques semaines, vous aurez une grosse baisse des SCPI.
et vous allez pouvoir peut-être saisir des opportunités. Alors, ça va peut-être encore baisser, mais en tout cas, il vaut mieux attendre un petit peu, quelques semaines avant de se lancer, si c'est votre projet. C'est assez clair. Donc, si je récapitule, sur la partie frais de souscription, en fait, grosso modo, ça correspond à ce qu'on appelle les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de recherche, etc., qu'on peut avoir dans l'immobilier en direct. Et en parallèle, on a sur la partie frais de gestion, en fait, c'est un service que l'on paye. Alors oui, le service coûte ce que représente le fait de ne pas avoir à s'en occuper soi-même. Et donc, est-ce que c'est cher? Ça dépend de comment chacun considère son temps et les enquiquinements que ça peut représenter. Exactement. On va passer à la partie fiscale. Mathieu, quand on investit dans des SCPI, à quelle fiscalité peut-on s'attendre? Alors, si on détient des SCPI en direct versus le fait d'en détenir par intermédiaire d'un contrat d'assurance vie, en direct, on va avoir une première source d'imposition qui va être l'impôt sur le revenu. Donc, chaque année, vous allez devoir déclarer ce que vous avez perçu via la société de gestion. Et là, vous serez imposé comme si vous aviez un loyer classique, c'est-à-dire à votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est une première couche. Si ces SCPI, vous les revendez à un moment donné, c'est-à-dire que on constate que la moyenne de détention, c'est autour de 23 ans, comme disait Isabelle, on est sur du temps long, on est sur l'immobilier, mais si vous revendez vos parts dans une vingtaine d'années, dans ces cas-là, on va regarder quel était le prix que vous aviez acheté ces parts et on va regarder combien vous avez vendu et si plus-value il y a, vous serez également taxé. Et là, vous serez taxé à 19% plus les prélèvements sociaux. L'avantage de détenir des parts de SCPI le plus longtemps possible, c'est que vous allez avoir un abattement pour durée de détention, ce qui va vous permettre d'avoir une fiscalité plus douce, plus longtemps que vous détenez ces parts et moins vous serez impacté fiscalement. Enfin, si votre foyer fiscal est éligible à l'impôt sur la fortune immobilière, vous serez également concerné et vous devrez déclarer aux impôts la valeur des parts de SCPI que vous détenez en direct. Donc voilà, si vous détenez des parts de SCPI en direct, ce qui va se passer au niveau de la taxation. Si jamais vous possédez des parts de SCPI au sein d'un contrat d'assurance vie, dans ces cas-là, c'est un peu plus light, on va dire, parce que vous avez bénéficié de la fiscalité du contrat d'assurance vie. Et donc, s'il n'y a pas de rachat, il n'y aura pas de fiscalité. Et puis, au-delà d'un certain délai de durée de détention, vous pourrez également avoir une fiscalité plus douce, et notamment en cas de retrait des abattements, entre 4 600 et 9 200 euros en fonction de la composition de votre foyer fiscal. En revanche, concernant l'IFI, de la même manière que la détention en direct, vous serez également concerné. Vous devrez déclarer la valeur des parts détenues, même dans un contrat d'assurance vie au Trésor public, pour les parts que vous détenez, même dans un contrat d'assurance vie, concernant l'IFI. Voilà un petit peu pour ce qui est de la fiscalité. Parfait. Sur la partie IFI, c'est bien uniquement la partie immobilière au sein des parts de SCPI, parce que par exemple, quand on a des SCPI pour lesquels, je ne sais pas, le gérant, imaginons, se dit qu'il n'a pas eu de belles opportunités d'investissement et il a eu beaucoup de cash, c'est uniquement la partie d'investissement immobilier réel qu'il y a au sein des parts de SCPI qui fait foi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans les revenus que vous touchez du gestionnaire, vous avez une partie de loyer, puis une partie qui correspond aux revenus financiers. Comme vous le dites, des gestions qui n'ont pas pu investir l'ensemble de la collecte, donc qui ont une partie de cash disponible, qui sont fructifiés par ailleurs. Et en fait, le fruit de ces placements est reversé aussi aux actionnaires. Et comme on sort de la poche immobilière, évidemment, on n'est pas concerné par l'IFI dans ces cas-là. Une petite précision, si je peux me permettre, parce qu'il y a une petite coquille, c'est bien l'immobilier mondial que détient la SCPI, en tout cas pour les résidents français. Parce que je pense que cette slide correspond aux résidents étrangers. Donc, l'immobilier mondial, duquel est déduit les crédits. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a une coquille sur la partie assurance vie où on a essayé immobilier en France, alors que c'était bien immobilier mondial qui était pris en compte. Et ce qui est pratique, c'est que c'est quand même l'assureur ou la SCPI, dans le cas en direct, qui va vous transmettre la somme à déclarer. Il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas un calcul qu'il faut faire. On vous dit, voilà, si vous êtes résident français, il faut déclarer tant, résident étranger, il faut déclarer tant. Exactement. Merci pour ces précisions. On va passer au cas pratique.
Pour essayer de comprendre un petit peu mieux, globalement, dans quel cas on peut s'orienter vers tel ou tel SCPI. On va commencer avec le cas d'Antoine. Donc Antoine, c'est un jeune actif qui n'a pas d'apport, il n'a pas d'accès au crédit, mais il souhaite néanmoins investir dans la pierre. Isabelle, quelle solution vous pourriez lui proposer? Alors ça, c'est une solution qui a été sortie par les sociétés de gestion SCPI assez récemment, je dirais, qui permet en fait, au lieu de souscrire X milliers d'euros de SCPI ou en cash ou en crédit, elle offre la possibilité, avec quelques dizaines d'euros par mois, de pouvoir accéder au SCPI, au patrimoine de la SCPI, en versement régulier. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser un crédit, vous constituez au fur et à mesure un capital de part de SCPI. Donc c'est super pour les jeunes. Parfait, merci beaucoup. Mathieu, on a le cas de Sarah, elle a 40 ans, elle a des hauts revenus et donc fortement imposés. Elle souhaite investir dans la pierre sans les contraintes de la location en direct, on en a parlé tout à l'heure, du locataire qui appelle parce que son robinet fuit. Mais en plus, elle ne souhaite pas de revenus imposés. Quelle serait la solution? Alors là, dans le cas de Sarah, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à elle, étant donné qu'on l'a vu tout à l'heure, en fonction de là où on va mettre ses CPI, ses parts de CPI, en fonction du pays dans lequel on investit, la fiscalité sera différente, on l'a vu. Mais aujourd'hui, une des solutions préconisées pour Sarah, ce serait d'investir dans des parts de CPI de capitalisation, étant donné que l'imposition sera différée d'une certaine manière, voire quasiment à zéro si elle conserve ses parts pour 30 ans, étant donné que la CPI de capitalisation, comme on l'a vu tout à l'heure, ne verse pas le loyer. Donc s'il n'y a pas de loyer, vous n'allez pas avoir de fiscalité sur vos revenus, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et au-delà d'une certaine durée de détention, si jamais Sarah revend ses parts, elle peut être exonérée également de plus-value. Donc pour Sarah, une des solutions serait les CPI de capitalisation. Parfait. Nous avons maintenant, Isabelle, le profil de Marc. Marc, il a 55 ans, il est cadre d'entreprise, il souhaite préparer un complément de revenu à la retraite et, non des moindres, il commence à préparer la transmission de son patrimoine. Quelles sont les solutions? Alors, ce qui n'est pas dit aussi, c'est qu'il est fortement imposé. Donc, c'est pour ça qu'on va lui proposer, en fait, aussi de souscrire ses SCPI via un contrat d'assurance vie. Il y a plusieurs avantages. Qui sont, par exemple, en tout cas pour l'assurance vie, c'est que s'il transmet à ses enfants, sa femme ou un de ses meilleurs amis, la personne, le bénéficiaire, enfin chaque bénéficiaire en tout cas, ne sera pas imposé jusqu'à 152 500 euros. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc des personnes qui seront entre 0 et 60%, il n'y aura pas d'impôt quoi qu'il arrive jusqu'à 152 500 euros. Et il y a plein de choses qu'on peut faire aussi sur les clauses bénéficiaires de juridique et qui sont intéressantes. Donc c'est un super outil, l'assurance vie. L'autre avantage de l'assurance vie, c'est que c'est une enveloppe en fait qui est complètement hermétique. C'est-à-dire que, comme Mathieu l'a dit, tant qu'on ne bouge pas, tant qu'on ne fait pas de retrait ni de rachat, on n'a aucune fiscalité. Donc ça, c'est super. Et comme lui, il est plutôt parti pour investir pendant au moins 10 ans jusqu'à sa retraite, ça lui permettra de ne pas d'avoir une fiscalité supplémentaire et donc de perdre un rendement par ce biais. D'autant plus que l'assurance vie permet d'avoir une grande diversité, c'est-à-dire qu'il peut investir dans plusieurs SCPI, donc un peu diversifier son patrimoine encore plus. Et on parlait de liquidité tout à l'heure. L'assureur a une obligation, c'est de maintenir la liquidité en fait des parts de SCPI. Donc en vérité, c'est beaucoup plus simple de sortir des parts de SCPI de l'assurance vie par rapport versus en direct, puisqu'on a en fait l'assureur compense en fait, il n'a pas le choix. Et puisque globalement quand vous faites un rachat, il a 2 mois pour régler, donc c'est un vrai avantage. Quoi d'autre?
C'est quand même difficile, faut que je vous le dise quand même. C'est pas si évident, ça existe, mais c'est pas si évident de trouver un contrat qui permet de loger 100% de SCPI. Donc souvent, on fait quand même des allocations avec autre chose que de la SCPI. Mais je pense que ça existe encore. Les conditions des assureurs changent assez régulièrement, mais c'est pas ce qu'il faut viser, je pense, sur ce type de profil. Ce qui permet de diversifier. Pardon. À partir du moment où l'assureur s'engage lui-même à faire les liquidités, c'est sûr que si c'est sur 100% du contrat, ça devient plus complexe que sur une partie. Je crois qu'il y en a certains qui limitent à 50%, d'autres à 30% des contrats. Exact, oui. Et puis en plus, il y a quand même, la SCPI, c'est des actifs immobiliers, il y a quand même des variations du prix de part. Là, on va en connaître une baisse là prochainement. C'est quand même pour lui un risque aussi, hein. C'est pas un risque. Je parle pour l'assurance. Mathieu, pour cette dynamique Françoise, chef d'entreprise, dont la société dispose de trésorerie qu'elle souhaiterait placer, mais elle souhaite aussi investir à titre personnel. Comment est-ce que vous traiteriez son cas ? Alors, dans le cas de Françoise, ce qu'on pourrait préconiser, parce qu'en fait, elle a deux objectifs. Un objectif, c'est que sa casquette de chef d'entreprise, qui est de placer la trésorerie, donc d'excellente trésorerie qu'elle pourrait avoir sur la société. Et l'autre objectif qui est là en tant que personne physique, en tant qu'épargnante, c'est de se dire, je souhaite également investir dans les parts de CPI à titre personnel. Et la solution qui serait la plus adaptée, ce serait de proposer un démembrement. Démembrement consistant à faire acquérir à la société de Françoise l'usufruit des parts de SCPI. Et donc, pendant une période donnée qui est généralement de 5 ans, il y a des clés de répartition, mais on va dire que principalement, on va être sur des durées autour de 5 ans. Donc, la société de Françoise achèterait des parts de SCPI pour environ 30% de la valeur sur une durée de 5 ans, permettant à la société de bénéficier de 100% des loyers. Donc, ça permettrait d'avoir un rendement attractif avec un prix d'achat relativement bon marché. Et Françoise, elle, quant à elle, en tant que personne physique, achèterait la nue propriété des parts. Donc, pendant la période de démembrement, donc pour notre exemple, 5 années, elle ne percevrait aucun loyer, mais en contrepartie, elle achèterait la nue propriété avec une décote. Donc, si on a acheté la nue propriété 30%, on peut estimer que la nue propriété vaudrait 70%. Donc, elle achèterait 70% les parts. Et une fois le démembrement terminé, une fois qu'elle aurait récupéré la pleine propriété de ses parts de CPI, à son tour, elle toucherait également les loyers que sa société jusqu'à présent percevait. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est... C'est très clair. Merci beaucoup, Mathieu. Enfin, dernier cas, Chantal et Claude ont 65 ans. Ils viennent de prendre leur retraite et ont vendu leur fonds de commerce. Ils ont une somme à placer pour générer des revenus faiblement fiscalisés. Isabelle, est-ce que vous avez des solutions optimisées pour leur cas ? Oui, dans leur cas, effectivement, ce n'est pas une unique solution, mais c'est parmi les solutions que je leur proposerais. Ce serait d'acheter donc des SCPI dont l'immobilier est détenu à l'étranger. En fait, ça permet quoi ? Ça permet que souvent, les personnes ont déjà de l'immobilier en France, c'est la première chose. Donc, leur permettre d'acheter de l'immobilier à l'étranger sans risque et de façon diversifiée, c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous dit que le rendement des SCPI est net, il est aussi net de l'impôt payé à l'étranger. Je prends l'impôt en Allemagne, par exemple, il est de 18 et quelques. Quand vous avez une SCPI qui s'appelle Nova Pierre Allemagne qui vous verse du 4,5, par exemple, c'est 4,5 net de ces 18%. Donc, c'est la première chose. Ensuite, comme l'immobilier est situé à l'étranger, quand vous faites votre déclaration fiscale, vous ne serez pas imposé sur les prélèvements sociaux. Donc, vous économisez 17,2. C'est quand même un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est sympa. Et comme il y a avec les conventions bilatérales qui permettent d'éviter la non-double imposition, vous avez l'obligation quand même de redéclarer vos loyers en France, mais ils ne sont imposés que... ça dépend après des tranches marginales, mais on va dire en moyenne à 10-11%. Donc, en gros, si vous avez une SCPI
allemande, par exemple, qui vous distribue du 4,50, vous aurez du 4 net. Et ça, essayer de faire pareil avec une SCPI française, c'est pas évident. C'est pour ça que la SCPI française, pour ma part, j'aime bien les mettre dans des contrats d'assurance vie. Dernière chose, ça ne vous exclut pas, comme on l'a vu et comme l'a dit Mathieu très bien, ça ne vous exclut pas de l'IFI. Et vous payerez quand même l'IFI. Donc les personnes qui sont redevables de l'IFI, ont cette charge en plus. Donc, par exemple, s'ils sont à 1%, avec mon 4 net, ça leur ferait du 3. Mais bon, on va peut-être pas leur proposer ça s'ils ont du cash à investir, mais s'ils vendent un bien et qu'ils, quand même, ils ont envie d'avoir un autre bien immobilier qui soit moins contraignant en termes de charges à faire, hein, parce que en fait, la plupart des gens, quand ils sont retraités, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus non plus envie de gérer leur parc d'immobilier locatif. Donc, ils ont envie de s'alléger de tout ça. Et ça reste une très belle solution pour ça. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup de Français sont très attachés à la pierre et les investissements tournant autour de l'immobilier restent un investissement majeur auprès des Français. On le sait bien. Merci beaucoup à tous les deux. En conclusion, on peut quand même rappeler que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'apporter des solutions qui sont adaptées à chacune des situations qui sont présentées au conseiller en gestion de patrimoine. Donc, le mieux, plutôt que d'essayer de se lancer tout seul dans des investissements, qu'ils soient immobiliers, financiers ou autres, c'est de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on vous a présenté 2 experts, Mathieu et Isabelle, sur cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux pour étudier votre cas et votre situation. Une rapide conclusion sur la partie SCPI vs immobilier en direct. Donc, on l'a vu, dans les SCPI, on n'est pas obligé d'avoir une mise de départ. On avait le cas d'Antoine, qui était notre jeune actif de 25 ans. Alors que dans l'immobilier en direct, on a tout de suite besoin d'un assez gros montant. Le risque locatif, il est complètement dilué sur la partie SCPI puisque nous avons la diversification des biens immobiliers, des locataires, alors qu'en immobilier direct, on a ce risque-là qui est quand même assez important. La gestion du bien est intégralement dédiée à la société de gestion dans la SCPI, alors qu'en immobilier direct, même quand on a une agence qui s'occupe du bien, souvent, il y a des rapports de gestion, il y a certaines décisions qui doivent être prises aussi par les propriétaires. Et enfin, la partie revente, on l'a vu, on a, bien sûr, ça reste de l'immobilier, donc en termes de liquidité, c'est pas comme si on avait du cash sur un compte, on est bien d'accord. En revanche, on a plus de flexibilité et de liquidité sur les SCPI par rapport à l'immobilier en direct. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Vous avez donc Isabelle Schmitt et Mathieu Courgilleron qui étaient aujourd'hui les experts qui sont venus nous aider à mieux comprendre ces notions liées à l'immobilier et notamment plus précisément au SCPI. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Isabelle, Mathieu? Isabelle? Merci Aude. Oui, écoutez, je pense que là, on a brossé un peu le tableau sur les SCPI. Ça ne remplace pas un conseiller en gestion de patrimoine, ça c'est sûr, parce que chaque personne a ses propres problématiques et ses propres, entre guillemets, complexités, en tout cas sur la gestion de son patrimoine. Et je pense que c'est quand même plus... c'est moins risqué de se lancer avec un conseiller en gestion de patrimoine que seul, sachant que il faut quand même préciser quelque chose, c'est que ça ne vous coûte pas plus cher de passer par nous. C'est ça qui est important. Donc, n'hésitez pas à appeler Mathieu ou moi-même, on sera ravis de vous rencontrer. Merci Isabelle. Mathieu? Oui, c'est exactement ce que je voulais rajouter pour conclure, c'est qu'effectivement, c'est un conseil qui est totalement gratuit, étant donné qu'il y a un principe d'égalité des actionnaires, ce qui fait que vous passez par un conseiller ou en direct, le prix de part sera le même. Donc pour vous, une transparence absolue, un conseil en plus, donc pourquoi s'en priver? Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition de nos webinaires. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.